Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer l'analyse du chapitre 6 de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Et avant de passer à l'analyse de cette œuvre, nous allons d'abord procéder par une situation du passage. Pour situer un passage dans l'œuvre, il faudrait le situer par rapport à l'événement qu'il a donné. C'est-à-dire, chaque passage dans une œuvre contient des événements. Et ces événements-là ont été formés à travers un événement précédent. Donc, situer le passage dans l'œuvre, c'est situer l'événement que nous avons, l'événement principal dans le chapitre, par rapport à un événement qui l'avait précédé, avant. Et pour faire une situation, nous devons d'abord situer le passage de façon générale, c'est-à-dire par rapport à l'œuvre, à l'écrivain, à la date de publication, et nous devons par la suite le situer par rapport à l'événement qu'il a donné. Je vous donne un exemple ici, c'est juste un exemple. Ce texte appartient au roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, publié en 1829. Il se situe au chapitre 6 et vient juste après avoir installé le narrateur dans sa cellule, tout en répondant à sa demande de se procurer du matériel pour écrire. Que décide le narrateur? Voilà. Donc on va passer ici à l'analyse du chapitre 6. Et je vous invite, si vous avez le chapitre 6, à le lire avant d'écouter cette analyse. Donc dans le chapitre 6, je vais vous donner une idée générale. Le narrateur est installé dans sa cellule. Il veut donc faire une activité qui pourrait lui faire oublier sa souffrance. Au préalable, il avait demandé au gardien de lui emmener du papier et de l'encre. Pour faire quoi? Bien sûr, pour écrire. Le narrateur avait pris la décision d'écriture, mais elle était en hésitation parce qu'il n'avait pas de conditions véritables pour écrire, et puis il était travaillé, dérangé et habité par l'idée de la mort. Alors, en employant un ensemble de questions rhétoriques. Les questions rhétoriques, ce sont des questions qui n'attendent pas vraiment de réponse, mais qui sont posées peut-être pour remettre en question une chose, d'accord, ou bien pour la souligner et pour la mettre en valeur. Par exemple, le narrateur se demande pourquoi ne pas écrire son journal. Quand il demande pourquoi ne pas écrire son journal, ce n'est pas qu'il attend une réponse parce qu'il connaît déjà la réponse, mais c'est surtout pour trouver une issue parce que il devait écrire ce journal-là. Mais pour quelle raison le narrateur cherche-t-il à écrire? Pourquoi donc le narrateur voudrait écrire son journal en prison? Le narrateur cherche à écrire pour mettre à nu sur papier toutes ses souffrances en prison. Donc, il veut écrire. Écrire quoi? Qu'est-ce qu'il décide d'écrire? Il décide d'écrire ses souffrances, ses supplices, tout ce qui lui fait mal dans la prison. Cette souffrance due à l'idée de la mort. Donc, la souffrance est causée par l'idée de la mort. Il dit, dans ce chapitre, il y aura bien dans les angoisses, dans les terreurs et dans les tortures qui la rempliront, de quoi tarir cette plume. D'accord? Donc, il essaie d'écrire ses angoisses, ses terreurs, ses souffrances, ses peurs. Mais, au début, le condamné marque
une sorte d'hésitation, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à écrire. Il hésite encore. Son incertitude concernant l'utilité d'écrire son journal de souffrance. Il se dit, mais si j'écris, à quoi va servir? Pourquoi je vais écrire? Donc nous allons voir pourquoi le narrateur voudrait écrire dans ce passage. Pourquoi écrire? Le narrateur veut écrire donc, on va voir, pour deux raisons distinctes. Après avoir décidé d'écrire son journal, le condamné s'interroge sur son utilité. Ainsi, il trouve que ce journal aura une double fonction. Voilà. Il décide d'écrire et mémoriser bien pour deux raisons différentes. Il va écrire pour deux choses différentes. La première chose pour laquelle, ou bien qui pousse le narrateur à écrire, c'est d'abord pour égayer sa souffrance pesante due à l'idée de la mort. Il veut oublier sa souffrance que l'idée de la mort lui inspire toujours et lui cause toujours. Comment le narrateur pourrait-il oublier la souffrance de cette idée? C'est dans son propre point de vue en l'écrivant. Il dit, donc le narrateur cherche à travers l'écriture à mettre ses souffrances et ses supplices sur papier pour se soulager. Nous savons bien, tous, chacun de nous, que l'écriture est un soulagement, est une thérapie, d'accord? C'est une purgation des passions. Donc ça fait sortir les choses mauvaises que l'on ressent. Parfois quand on est triste, on écrit. On écrit les souffrances, on écrit les supplices, on écrit ce qui nous est arrivé. Donc, le narrateur cherche à travers l'écriture à mettre ses souffrances et ses supplices sur papier pour se soulager et chasser l'idée de la mort qui le poursuit. Ces angoisses, le seul moyen d'en souffrir, donc le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre, ça veut dire les écrire, m'en distraira. Ça veut dire qu'il peut se débarrasser, il peut bel et bien se débarrasser de ses souffrances et de ses supplices en les écrivant. L'auteur choisit donc le journal intime. Je dis ici, donc l'auteur, je parle de Victor Hugo. Victor Hugo avait attribué au narrateur une sorte, ou bien un genre d'écriture, un genre littéraire en quelque sorte. Un genre d'écriture qu'il va suivre. Il s'agit du journal intime. Pourquoi donc Victor Hugo avait-il choisi le journal intime ou avait-il choisi d'attribuer au narrateur un journal intime comme forme d'écriture? C'est parce que le journal intime est une forme d'écriture plus proche de la personne. Il est personnel. Donc, il va exprimer de façon très inhérente, très rapprochée de la personne qui écrit. Il va exprimer de façon vraiment pesante en utilisant le jeu. Le journal intime, c'est plus expressif. Pourquoi? Parce qu'il parle de l'intimité, comme on dit. Intime vient du mot intimité. Intimité, donc nous avons la relation entre intime et intimité ici, c'est-à-dire que le journal intime exprime plus que n'importe quel autre genre des choses personnelles, d'accord? Elle est en quelque sorte un miroir qui reflète son écrivain. Donc il emploie le jeu, il est plus proche. Il devient lui-même la matière de son livre. Donc qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire sa personne, il va écrire ses souffrances, il va écrire ce qu'il ressent lui-même. Alors, premièrement, c'est pour oublier les souffrances dues à l'idée de la mort. Il y a aussi un deuxième objectif d'écriture de ce journal, et c'est un objectif très intéressant et très important pour la thèse du roman.
C'est pour céder un réquisitoire pour ceux qui condamnent. Donc, quand nous avons dit un réquisitoire, c'est quoi? C'est un texte donc, qui blâme, qui refuse une idée, qui cherche à la condamner. Il cherche donc à condamner quoi? À condamner la peine de mort. C'est-à-dire, il cherche à convaincre et à persuader les autres, ou bien les responsables, d'abolir, d'annuler, de mettre fin à la peine capitale. Le narrateur vise, selon son dire, dans le chapitre 6, à céder un texte qui donne une leçon pour ceux qui condamnent, en l'occurrence Jean de la Loi. Il s'agit en effet d'une sorte d'autopsie intellectuelle. C'est quoi une autopsie intellectuelle? Ça veut dire que, par exemple, si un écrivain meurt, il laisse derrière lui ses écrits, et ces écrits qui peuvent servir de plaidoyer, d'accord, de juge qui va défendre ses idées, même si il n'existe plus qu'en personne. Donc, ce journal peut défendre non seulement notre condamné à mort, mais aussi tous les autres condamnés, parce qu'il peut contribuer à l'abolition de la peine de mort. Comment? En lisant ce journal de souffrance, peut-être que les juges, les jurés et les gens qui représentent la loi pourraient repenser les conditions des condamnés à mort et pourraient quand même avoir pitié de ces gens-là et décider d'abolir la peine de mort pour mettre fin à ce genre de souffrance. Un témoignage qui invite ceux qui condamnent à penser et repenser sur l'acte de condamner. Une tête qui pense et qui vit, comme dit le narrateur dans ce passage. Ce texte permettra donc d'abolir la peine de mort, même après la mort du condamné, comme nous avons dit, à travers le mot autopsie intellectuelle. Alors, ce texte pourrait, en quelque sorte, convaincre et persuader les gens qui condamnent de repenser, de revoir la peine de mort et de l'annuler par la suite. Donc c'est pour cela, pour ces deux raisons-là, que le narrateur veut écrire un journal. Ce journal va l'accompagner tout au long de l'œuvre jusqu'à l'heure de son exécution. Il va y écrire tout ce qui lui arrivera en prison, mais aussi tout ce qu'il va vivre comme souffrance. Et c'est ce journal même qui constitue notre roman. C'est le journal qu'il va écrire qui va être par la suite le dernier jour d'un condamné que nous avons entre nos mains. C'est pas vraiment véritablement parce que nous savons bien que c'est l'auteur Victor Hugo qui avait écrit, mais dans le cadre de la fiction, c'est ce journal qui va constituer, que nous sommes en train de lire maintenant et qui constitue notre œuvre. Il y a une sorte de mise en abîme. On met l'œuvre dans l'œuvre. Voilà. Donc, comme conclusion, nous pouvons dire, dans ce passage se mêle la voix du narrateur, condamné à mort, à celle de l'auteur Victor Hugo, en vue de souligner de façon pathétique la peine et la souffrance du condamné, seul avec l'idée de la mort. Or, ce dernier décide de tracer à travers la voix de l'auteur ces souffrances, donc ces souffrances-là, et faire d'elles un témoignage et une leçon. Réussira-t-il à convaincre le corps, donc ici c'est convaincre, le corps judiciaire à travers ce journal de l'utilité de tuer les hommes? Est-ce qu'il va réussir ou non? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette œuvre, et à très bientôt.